Bienvenue sur Nexus Horizon AI. Je suis Sarah et aujourd'hui, on ne va pas regarder vers les étoiles pour rêver. On va regarder juste au-dessus de nos têtes, vers cette zone critique qu'on appelle l'orbite basse. Parce qu'il y a un scénario, un cauchemar mathématique qui hante les nuits des ingénieurs de la NASA. Ça s'appelle le syndrome de Kessler. Thomas, bonjour. Bonjour Sarah. Et oui, cauchemar, c'est le mot juste. On parle littéralement de transformer la Terre en prison. En prison spatiale. Alors pour que tout le monde comprenne bien l'enjeu, on ne parle pas d'une invasion alien ou d'un astéroïde géant. On parle de nos propres déchets. Thomas, emmène-nous dans ce scénario catastrophe. Disons qu'on est mardi prochain, 8h du matin. Qu'est-ce qui se passe ? Imagine le silence total. On est à 400 km d'altitude. Tu as un vieux satellite russe, un Cosmos 2251, une épave de 2 tonnes qui est morte depuis des décennies. Et il file à 28 000 km/h. C'est une vitesse qu'on a du mal à concevoir, Sarah. C'est 10 fois la vitesse d'une balle de fusil d'assaut. Et sur sa trajectoire, il y a un satellite actif. Disons un Starlink, un de ceux qui te donnent Internet. Et ils se croisent ? Ils ne se croisent pas, ils fusionnent. À cette vitesse-là, le métal ne se tord pas, il se liquéfie et se vaporise instantanément sous le choc cinétique. L'impact libère une énergie équivalente à une grosse bombe conventionnelle. Mais le problème, ce n'est pas l'explosion, c'est ce qui vient après. En une fraction de seconde, tu ne passes pas de 2 satellites à 0. Tu passes de 2 satellites à 10 000 éclats de shrapnel. C'est l'image du film Gravity, c'est ça ? C'est Gravity, mais en beaucoup, beaucoup plus sale. Dans le film, c'est spectaculaire. Dans la réalité, c'est mathématique et froid. Ces 10 000 morceaux ne tombent pas vers la Terre. Ils gardent leur vitesse. Ils partent dans toutes les directions, mais toujours à 28 000 km/h. Chaque boulon, chaque éclat de peinture, chaque morceau de panneau solaire devient un projectile hypersonique. Et c'est là que le syndrome de Kessler s'enclenche. C'est une réaction en chaîne. Parce que ces débris vont taper autre chose ? Exactement. L'espace est grand, mais l'orbite utile, celle où on met tout notre matériel, c'est un couloir très précis. Donc ces 10 000 débris partent en éventail. 1 heure plus tard, un de ces éclats percute un satellite météo-européen. Boum, 5 000 nouveaux débris. 3 heures plus tard, ce nuage croise la constellation Iridium. Boum, 10 satellites détruits d'un coup. C'est exponentiel. C'est terrifiant. En gros, en 48 heures, l'orbite basse devient un champ de tir ? C'est un mixeur géant. En quelques jours, tu as une ceinture de déchets, un nuage de ferraille et de composites qui encercle la planète. Et le plus fou, c'est que c'est invisible à l'œil nu depuis le sol. Tu lèves la tête, le ciel est bleu. Mais là-haut, c'est devenu une zone de mort infranchissable. Donc on est bloqué ? Complètement. Si tu essayes de lancer une fusée à travers ce nuage pour t'échapper, elle se fait déchiqueter avant même d'atteindre l'espace lointain. C'est fini. Plus de Lune, plus de Mars, plus de James Webb. On est enfermé. Thomas, tu me donnes des frissons, mais on a l'impression que c'est de la science-fiction. Pourtant, quand on regarde les chiffres actuels, on se dit que la mèche est déjà allumée. Quelle est la réalité aujourd'hui ? C'est vraiment si encombré que ça là-haut ? C'est une décharge, Sarah. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne estime qu'il y a environ 36 000 objets de plus de 10 cm. Ça, c'est ce qu'on peut traquer avec nos radars au sol. Mais le vrai danger, c'est ce qu'on ne voit pas. Les petits trucs ? Oui, on estime qu'il y a 1 million d'objets entre 1 et 10 cm. Et surtout, accroche-toi bien, 130 millions d'objets de moins d'1 centimètre. 130 millions ? Mais attends, un objet d'1 millimètre, ça ne peut pas faire tant de dégâts que ça, si ? Ah si, c'est là l'erreur classique. Rappelle-toi la vitesse. Énergie égale masse fois vitesse au carré. À 28 000 km/h, une écaille de peinture, un truc gros comme un ongle. Ça a l'énergie cinétique d'une boule de bowling lancée à 100 km/h. Ça traverse une combinaison d'astronautes, ça perfore un blindage, ça détruit un capteur critique. La Station spatiale internationale doit régulièrement manœuvrer pour éviter des débris. Ils vivent déjà dans un champ de mines. Et on continue d'en envoyer ? On parle tout le temps d'Elon Musk, de Starlink, de Jeff Bezos avec son projet Kuiper. Ça ne va pas arranger les choses ? C'est pire que ça. Ça accélère le processus de manière vertigineuse. On est entré dans l'ère des méga-constellations. Avant, on lançait un gros satellite qui coûtait 1 milliard et qui restait là 15 ans. Aujourd'hui, SpaceX lance des grappes de 60 satellites d'un coup. Ils ont l'autorisation pour en déployer 12 000 et ils visent 42 000 à terme. 42 000 satellites juste pour une seule entreprise ? Juste pour Musk. Ajoute Amazon, ajoute la Chine qui veut sa propre constellation, ajoute l'Europe. On va passer de quelques milliers de satellites actifs à peut-être 100 000 dans la prochaine décennie. La densité de trafic va exploser. C'est comme si tu passais d'une route de campagne à l'heure de pointe sur le périphérique parisien, mais sans code de la route et avec des conducteurs qui roulent les yeux bandés. Mais Thomas, question naïve peut-être, mais si on sait que c'est sale, pourquoi on ne nettoie pas ? On a des robots, on a de la technologie, on ne peut pas envoyer un camion poubelle de l'espace ? C'est le Graal de l'ingénierie spatiale, mais c'est techniquement infernal. D'abord, attraper un objet dans l'espace, c'est super dur. La cible ne coopère pas, elle tourne sur elle-même, elle n'a pas de poignée. Ensuite, il y a le coût énergétique.
C'est-à-dire? Dans l'espace, pour changer de trajectoire et aller chercher un débris A, puis aller au débris B, tu dois consommer du carburant. Beaucoup de carburant. Un camion poubelle pourrait attraper, 3 ou 4 gros débris maximum avant d'être à sec. Vu qu'il y en a des millions, c'est économiquement impossible pour l'instant. Il y a des startups qui essayent avec des filets, des harpons, des aimants. ClearSpace, une boîte suisse, va tenter une mission bientôt. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc on remplit la baignoire, le robinet est grand ouvert et on essaye de vider avec une petite cuillère? C'est exactement ça. Et le risque, c'est le point de bascule. Le moment où la densité est telle que même si on arrête tout lancement demain matin, les collisions continueront de se produire toutes seules. C'est ça le vrai syndrome de Kessler, une réaction en chaîne qui s'auto-alimente. Imaginons que ça arrive. Le scénario du début se réalise. La réaction en chaîne a lieu. On perd l'usage de l'orbite basse. Concrètement, pour nous, en bas, sur le plancher des vaches, ça change quoi? On perd juste Google Maps et Netflix? Si seulement c'était juste ça. Sarah, notre civilisation moderne repose entièrement sur des infrastructures spatiales. Si tu coupes les satellites, tu ne reviens pas aux années 90. Tu reviens quasiment à l'âge de pierre technologique, mais avec 8 milliards d'humains à gérer. Détaillons ça. Commençons par l'économie. Le crash boursier immédiat est total. La finance mondiale est synchronisée par le GPS. Ce n'est pas juste pour la géolocalisation. Le GPS fournit un temps universel ultra précis pour dater les transactions à la nanoseconde. Sans ce signal horaire, les bourses mondiales se désynchronisent, les transactions bancaires bloquent, tu ne peux plus retirer d'argent, ta carte bleue ne marche plus. Donc panique bancaire instantanée? Immédiate. Ensuite, la logistique. Plus de GPS, ça veut dire que les bateaux porte-containers, les avions de fret, les camions, tout le transport mondial devient aveugle. La chaîne d'approvisionnement, le fameux juste à temps, s'effondre en 48 heures. Les supermarchés ne sont plus livrés. On parle de pénurie alimentaire très vite alors? Très vite. Et ça va plus loin. L'agriculture moderne, c'est de l'agriculture de précision. Les tracteurs sont guidés par satellite pour semer et récolter au centimètre près. Sans ça, les rendements chutent drastiquement. On parle de famine potentielle à moyen terme. Et quid de la sécurité? La météo? La météo, c'est fini. On ne pourra plus prévoir les ouragans, les typhons. Ils nous tomberont dessus sans préavis comme au 19e siècle. Et sur le plan militaire, c'est terrifiant. Les armées modernes sont aveugles et sourdes sans satellite espion et sans communication sécurisée. Le risque de malentendu entre grandes puissances nucléaires explose. Si tu ne vois pas ce que fait ton voisin parce que tes satellites sont détruits, tu deviens paranoïaque. C'est un effet domino cataclysmique? Et Internet? Internet au sol par la fibre continuera de fonctionner un temps, mais tout ce qui passe par le ciel est mort. Plus de télésatellites, plus de communication pour les zones isolées. Mais le plus grave, c'est vraiment la perte de la synchronisation temporelle. On ne se rend pas compte à quel point le signal GPS est le métronome invisible de notre planète. Les réseaux électriques l'utilisent aussi pour synchroniser la phase du courant. Sans ça, tu risques des blackouts géants. Donc on se retrouve dans le noir, sans argent, sans nourriture dans les magasins et sans savoir s'il va pleuvoir demain? C'est un effondrement systémique. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas réparer. Une fois que le syndrome de Kessler est en place, cette ceinture de débris peut rester là des siècles, voire des millénaires. On ne peut pas juste attendre que ça retombe. C'est vertigineux. On parle souvent du réchauffement climatique comme de la menace ultime, mais celle-ci est tout aussi définitive. Thomas, pour conclure, est-ce qu'on est en train de construire notre propre plafond de verre? C'est une image très forte, le plafond de verre. Mais c'est pire, c'est un plafond de plomb. L'humanité a toujours regardé vers le haut avec l'envie d'explorer. On est allé sur la Lune, on a envoyé des robots sur Mars. On se voyait comme une espèce multiplanétaire. Elon Musk veut mourir sur Mars. Mais l'ironie tragique, c'est que notre soif de technologie et de connexion immédiate est en train de fermer la porte. On s'enferme nous-mêmes? Oui, si le syndrome de Kessler se réalise, c'est la fin de l'ère spatiale, point final. On restera cloué au sol, à regarder les étoiles en sachant qu'on ne peut plus les atteindre. On sera les enfants qui ont cassé leurs jouets et qui sont punis dans leur chambre. Sauf que la chambre, c'est la Terre, et la punition dure 1000 ans. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Une régulation possible? Il y a une prise de conscience, c'est certain. La NASA, l'ESA, l'ONU commencent à taper du poing sur la table. On parle de créer un code de la route spatiale, d'obliger les opérateurs à désorbiter leurs satellites en fin de vie. On veut forcer SpaceX et les autres à avoir des plans de poubelle garantis. Mais la technologie va plus vite que la législation. C'est le Far West là-haut. Et tant qu'il n'y a pas eu de catastrophe majeure, l'argent prime sur la prudence. C'est le paradoxe humain habituel. On attend que ça brûle pour acheter un extincteur. Sauf que là, une fois que ça brûle, l'extincteur ne sert plus à rien. Si on franchit le point de non-retour, c'est irréversible. C'est pour ça que ce sujet est vital. Ce n'est pas un problème de geek ou d'astronome. C'est un problème de survie pour notre mode de vie. Merci Thomas pour cette analyse aussi brillante que glaçante. Merci Sarah. Et gardez les yeux ouverts. Mais surtout, espérons que le ciel reste dégagé. C'était Nexus Horizon AI. Si cet épisode vous a donné le vertige, partagez-le avant que les satellites ne tombent en panne. On se retrouve très vite pour décrypter un autre futur possible. À bientôt.